Les fringalleux parlent aux fringalleux. Les archives du Père Dossard. N'oubliez pas de vous alimenter la fringalguette. Une exclusivité Radio Fringale. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des archives du Père Dossard, la chronique historique de Radio Fringale. S'il y a bien une course qui est riche en histoire et en mythes, c'est Paris-Roubaix. Surnommée l'enfer du Nord ou encore la reine des classiques, l'épreuve pavée du nord de la France s'est faite une place à part dans le calendrier cycliste et dans le cœur des Français. Et de tous les vainqueurs tricolores de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle est peut-être le plus connu, ou du moins le plus aimé. Ce qui est certain, c'est qu'il aura été le plus patient, vainqueur pour la première fois de la célèbre épreuve pavée du nord de la France à sa 12e participation. Parce que Duclos aimait autant Roubaix que Roubaix l'aimait. Son premier enfer du Nord, c'était en 1978. À 23 ans, il découvre la reine des classiques qu'il termine à une honorable 28e place, toutefois assez loin de Francesco Moser, dont c'était la première de ses 3 victoires sur l'épreuve. L'année suivante fut du même registre, avec une 25e position accrochée sur le vélodrome. Mais le jeune Gilbert sent que cette course doit lui sourire, lui qui aime quand les conditions de course sont extrêmes et qu'il doit puiser au maximum dans ses qualités d'endurance. Le premier coup d'éclat de Duclos arrivera l'année suivante, en 1980. Après avoir enchaîné 2 top 10 sur le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, il réussit à s'échapper en tête de course sur l'enfer du Nord. C'est à 82 km de l'arrivée qu'un quatuor se forme, composé des plus grands noms cyclistes, des classiques et Duclos. Pour accompagner le Pyrénéen, on retrouve Francesco Moser, double tenant du titre, Dietrich Thurau, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège l'année précédente, ainsi que Roger de Vlaminck, déjà surnommé Monsieur Paris-Roubaix, avec ses 4 victoires acquises sur l'épreuve dans les années 70. Ce dernier est éliminé sur crevaison, mais la malchance s'empare également de Duclos peu après. Le Français chute et se retrouve, comme on dit dans le jargon, en chasse-patate. Mais c'est une chasse de grande classe que le coureur de la formation Peugeot réalise grâce à une agilité à toute épreuve sur les secteurs pavés. Il entrevoit le duo de tête dans le final, mais malheureusement il ne reprendra que Thurau, Moser étant parti seul pour remporter son 3e succès consécutif, exploit réalisé alors par le seul Octave Lapise de 1909 à 1911. Duclos décroche une belle 2e place et monte pour la première fois sur le podium de Roubaix. La France, qui attend un vainqueur depuis Louison Bobet en 1956, se prend d'affection pour Duclos, pour en faire son nouveau chouchou pavé. Mais il faudra attendre quelques années pour le revoir sur le devant de la scène. Les éditions de 81 et 82 se soldent par des décevantes 22e et 20e places. Lors de l'édition 1983, Duclos subit moins les pavés. La course met longtemps à se décanter, et il se retrouve dans le groupe de tête à une 20aine de kilomètres du vélodrome. Kuiper, De Meyer, Moser et Madio sont là aussi. La course s'emballe quand Henny Kuiper chute sur les pavés glissants du jour. En tête dans le carrefour de l'Arbre, Duclos se voit alors proposer un curieux marché. Francesco Moser lui offre de l'argent en échange d'une collaboration pour la 4e victoire de l'Italien sur l'épreuve. Bien évidemment, Duclos refuse et on ne sait pas si c'est cet incident qui en est à l'origine, mais Kuiper réussit à faire son retour dans le groupe avant de partir seul vers la victoire. Derrière, Duclos et Moser, inséparables, restent ensemble jusqu'au sprint pour la 2e place, réglé par le Français qui s'offre un nouveau podium sur l'arène des classiques. Mais toujours pas de première place. Un accident de chasse vient ensuite perturber les saisons du natif de Lambeille, et ses retours sur Paris-Roubaix en 86 et 87 ne seront pas les plus mémorables, avec une 34e puis une 17e place. Une nouvelle impasse en 1988 le fait arriver sur l'édition 89 dans une nouvelle optique, à presque 35 ans. Duclos prend l'échappée décisive qui sort à 60 km de l'arrivée. Marc Madio, Dirk de Wolf, Eddy Planckaert et Jean-Marie Van Pers l'accompagnent, avant qu'Edwin van Hooijdonk, sentant le bon coup partir, ne les rejoigne. La course s'accélère dans les 20 dernières bornes avec l'attaque de Wolf et la chute derrière de Planckaert qui rebat les cartes. Mais Duclos a toutes les peines du monde à suivre le contre, si bien qu'il est incapable de se porter à l'offensive pour rattraper l'homme de tête. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Marie Van Pers qui rejoint De Wolf avant de le battre au sprint sur le vélodrome. Derrière, Duclos va sprinter pour le podium mais échoue d'un rien face à Van Hooijdonk. Sa quête de victoire sur le seul monument français continue. En 1990, Duclos n'est pas loin mais pas dans la bonne non plus.
3 hommes sont au-dessus du lot et s'extirpent du groupe des favoris encore conséquent dans les 20 derniers kilomètres. Duclos-Lassalle n'a pas les jambes pour accompagner Eddy Planckaert, encore lui, Steve Bauer et Edwin van Hooijdonk, qui vont se disputer la victoire sur le vélodrome malgré un retour d'adversaire de l'arrière à l'entame des 400 derniers mètres. Duclos, sorti lui aussi du groupe de contre, échoue à la 6ème place à 3 secondes. Si proche, si loin. En 1991, c'est Marc Madiot qui écrase la course. Duclos finit dans un 3ème groupe à une 12ème place qui semble condamné à ne plus voir le podium de près pour sa fin de carrière. Mais c'est peut-être au moment où on l'attendait le moins, en 1992, que les planètes vont s'aligner à presque 38 ans. À trop attendre le final de la course, Duclos, dont l'endurance et la résistance à l'effort sont une des plus grandes forces, se tire peut-être une balle dans le pied. Alors il décide, en ce printemps 1992, d'être offensif un peu plus tôt. Il reste une centaine de kilomètres à parcourir quand le Français tente sa chance, accompagné de Van Poppel et Van Slyke. Duclos assume la majorité du travail en tête et l'avance des 3 fuyards se porte rapidement à 2 minutes 30. Duclos, incontestablement le plus fort de ce trio, part seul un peu plus tard alors que derrière ses équipiers, Jean-Claude Colotti, Greg LeMond et Christophe Capel font un travail remarquable pour annihiler les contres et désorganiser la poursuite. Pourtant, cela n'empêchera pas Olaf Ludwig de sortir du peloton à sa poursuite. Mais Duclos, en plus d'avoir un coup d'avance, a la jambe des grands jours. Il caracole en tête, avale les secteurs pavés à une vitesse folle, et rien ne peut l'arrêter dans sa quête. 14 ans après sa première participation, cette année est la bonne. L'exploit en solitaire est grandiose, et il peut prendre le temps de savourer son tour de piste qui le mène à la victoire de sa vie. L'année suivante, en 1993, c'est donc avec le dossard numéro 1 que Duclos entame l'arène des classiques. S'il a troqué son maillot Z pour les couleurs de Gann, à cause du changement de sponsor de son équipe, c'est une nouvelle fois avec des jambes de feu que le Français affronte les pavés. Pourtant, le grand favori, ce n'est pas lui. Un jeune Italien nommé Franco Ballerini tient le haut de l'affiche et est annoncé comme l'homme à battre. Alors Duclos s'accroche à sa roue dans les moments les plus ardus, si bien que c'est en duo qu'ils vont arriver sur le vélodrome pour se disputer la victoire. Le sprint est des plus serrés et c'est Ballerini, sur le haut de la piste, qui lève le bras au passage sur la ligne en signe de victoire. Mais la photo finish donnera raison aux Pyrénéens pour 8 petits centimètres. Duclos remporte son 2e en fer du Nord consécutif, exploit que seul Tom Boonen a réalisé depuis. Ces 2 dernières participations en 94 et 95 ne seront pas aussi fructueuses, mais à quasi 40 ans l'essentiel avait déjà été atteint. Double vainqueur, il fait maintenant partie du cercle restreint des vainqueurs de Paris-Roubaix et de la légende. Il a même le privilège d'avoir un lieu du parcours à son nom, le Pont-Gibus, histoire de graver à jamais le nom de Duclos dans l'enfer du Nord. C'était le Père Dossard, et je vous remercie de nous avoir suivis pour cette archive sur Radio Fringale. Et surtout, souvenez-vous que ces histoires existent depuis des décennies, car un vieux sage a toujours soufflé aux coureurs. Pensez à vous alimenter, car la fringale guette.